mais vendre pour moi, c'est utiliser des principes de manipulation pour influencer à être aidé. Pour nous donner un tips là, grosso modo, de ce que tu as mis en place, une seule chose pour augmenter ta satisfaction client, ce serait quoi? Je dirais je vois un peu la même chose en France, c'est que contrairement aux US, les gens te voient un peu comme de la concurrence quand tu montes. Aux US, quand tu montes, tu vas dire ah putain mec, c'est excellent, on va monter ensemble. En France, on va dire ah mec, tu montes, au lieu d'essayer de monter avec toi, il va te redescendre à son niveau. Il va essayer de te dire ah tu montes, ben laisse-moi te ramener à mon niveau, laisse-moi te garder avec moi, tu vois. Je refuse énormément de clients, des gens qui je sens ils sont pas sérieux. Un red flag aussi qu'on observe chez les prospects, c'est le prospect qui explique son expérience passée et tous ses échecs c'est justifié par rapport aux autres. Jamais c'est lui. Beaucoup de gens se compliquent les choses, honnêtement, et c'est ce qui empêche vraiment de scaler. Ils vont prendre des notions ultra compliquées dans tous les sens. Ils vont se dire, oui, il faut que je pose du tofu, du mofu, du bofu, intéressant, très bien. Ils vont compliquer à mort les choses, alors qu'en vrai, c'est humain, attention, trafic, conversion de produit. C'est tout. Ça n'a pas de sens en fait de payer quelqu'un pour une garantie. Enfin, je sais pas, tu traverses, est-ce que tu as une garantie que la voiture en face elle va pas accélérer? Enfin, t'as pas de garantie, c'est la vie. Bonjour à tous, bienvenue Hans, merci d'être là. Je démarre toujours par la même question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi vendre? Et puis let's go. Qu'est-ce que ça signifie pour moi vendre? Je dirais que vendre, du moment que tu as un bon produit, en fait, manipuler pour moi, je l'associe souvent à une connotation négative, mais vendre pour moi, c'est utiliser des principes de manipulation pour influencer à être aidé. Hmm. Et faire tout ce qui est en ton possible, c'est comme ça que je le perçois quand j'essaie de vendre à quelqu'un. Je fais tout ce qui est en mon possible pour aider la personne et mon aide se manifeste par le fait qu'elle me paye pour mes services et qu'après, on commence à travailler ensemble. Donc, je le vois vraiment comme de l'aide et depuis que je vois cet angle principalement plutôt que d'essayer de vendre, d'obtenir un achat, de dire, écoute, là, il y a quelqu'un que je peux aider, je vais identifier si je peux ou pas. Est-ce que je peux aider cette personne? Oui, bah, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour lui vendre ma solution et donc l'aider à atteindre son objectif. Toi, récemment, j'ai pas mal analysé ton contenu avant que tu viennes et on avait déjà un peu discuté en off, mais tu as un système de nurturing qui est particulièrement élevé. Tu dirais que la vision que tu as là de cette vente, de aider de plus en plus le prospect, de plus en plus être dans la même vision, c'est un truc qui va vraiment te pousser à scaler là les prochaines années? Ouais, principalement par rapport au marché, je pense que de tous les cas, on va en parler dans le podcast, mais les gens sont surtout en B2B, sont extrêmement méfiants. Il y a beaucoup de concurrence, ouais, beaucoup de personnes qui ont la même offre, etc. La réputation, ça joue beaucoup. Donc, ce qui me permet de closer là, c'est surtout le fait que je nurture beaucoup les gens. Et en mesure, je suis tombé sur ça. Le taux aussi, ça fait la différence. Donc justement, de ce que tu disais, les prochaines années, ça va faire la diff, parce que quand quelqu'un te voit depuis, moi je faisais du B2C avant, quand les gens te voient depuis un moment, et qu'ensuite ils te voient en B2B, et que pendant 2 ans, ils voient que tu es toujours là, ils viennent, ils payent, avec le temps et la confiance. Donc c'est clair que c'est important. Toi, t'as des pay in full ou t'as des pay en DM ou pas? J'en ai, Nick hein, Setting. j'en ai. Alors j'ai jamais eu ma plus grosse paie en DM, pour être 100% honnête, c'était genre 5. Mhm. Après, généralement, à plus de 5 les gens viennent en appel. Ah, mais j'en ai pas mal, des gens qui payent 5, des gens qui payent 2K5 pour des services très spécifiques. Ah, mais ouais, on en a pas mal. Mais c'est des gens qui me connaissent depuis un moment, tu vois. Ils sont sur YouTube, ils disent, bon, Hans, écoute, je connais tes prix, vas-y, go. Nick Setting, il a vraiment démocratisé ça là, sur les derniers mois. Il Ouais, prend des pay in full à 12-13K, je crois. en C'est. DM, ouais. Et après, il a 12K sur résultat. C'est genre, sur les premiers 50K que tu fais, tu reverses 12. C'est 16 maintenant. 16 maintenant, 16 au résultat. Ok. C'est un projet pour toi, ça? Voilà. Pay in full en DM à terme. Avoir 70% de tes payes en DM. Bah, en fait, j'en ai discuté avec lui, je lui ai demandé, il m'a dit en France, ça passe pas tant que ça en soi. Parce que le marché, les gens sont beaucoup plus méfiants, ils n'ont pas la même mentalité. Aux États-Unis, ils aiment dépenser, tu vois. Ils apprécient le fait d'investir, etc., dans l'éducation. Donc, ça peut-être pas passer en France. Par contre, avoir des paid in full plus élevés, peut-être passer le cap des paid in full à 8, 10K en DM, ouais, potentiellement. Moi, je pense que les pay in full en France, ça se limite surtout de le mec prend un premier rendez-vous avec toi, genre en découverte, et ensuite il va pay in full, il va pif. Mais je pense que c'est trop compliqué de juste, tu vois, avec de la créa YouTube. En B2B, il y a trop de réticence. Toi, tu as pris pas Ouais. mal de calls avec des infopreneurs aux US. Tu communiques pas mal dessus, etc. C'est quoi ouais, la plus grosse différence que tu as observée entre le marché américain et le marché français là aujourd'hui sur l'infoprenariat B2B? Mmh, ils sont plus spécifiques sur leur tunnel, déjà, la manière de structurer les tunnels, parce qu'en France, les tunnels, c'est quand même très large. Moi, j'ai un tunnel VSL, moi aussi, j'ai un tunnel VSL. Aux US, chaque personne, en fonction de son nombre d'abonnés, la sophistication de marché, sa niche, son avatar, l'âge de l'avatar, le prix, ils ont un tunnel très, très adapté, très calqué.
Pour le côté consommateur, les gens payent beaucoup plus facilement parce qu'ils ont la culture de l'éducation. En France, peut-être tu étais en école publique, je sais pas, moi j'étais en école publique, tu vois? Enfin, on n'a pas payé pour, à accéder au fait d'apprendre à lire et cetera. Eux, 100%. quasiment tout le temps, ils payent. Pour l'université, ils vont payer. En fait, ils ont un budget qui est déjà loué pour payer l'université, les études et en fait, ce budget, bah, ils se disent: «Bah, écoute, autant payer sur l'éducation, moderne» et donc en fait, c'est OK pour eux. En parallèle, en fait, c'est rien de payer 12 000 un gars alors qu'ils ont la claque 100K dans l'école. En France, c'est pas la même chose. Donc surtout que c'est consommateur, c'est beaucoup plus simple de vendre. C'est pour ça qu'ils font autant d'argent de base, même aux US et Hmm. quoi d'autre? Principalement les différences que je vois, négatives, ils sont très bons en marketing et c'est pas qu'ils sont mauvais sur la delivery, c'est encore pire. Ils sont bons en delivery, mais ils la négligent volontairement pour mettre toute leur énergie sur le marketing. Je paye pas mal de gars aux US et à chaque fois, genre, je suis souvent très déçu de la delivery où ils sont négligents, ils sont très chauds avant le paiement et après dès que tu payes, très froid. Parce que tu penses qu'ils allouent plus d'énergie sur l'acquisition, genre prendre le front Mais ils n'ont pas de monétisation back-end pour le coup? Parce que s'ils négligent la delivery, ils perdent quand même pas mal de pourcentage. Malgré ça, ils arrivent à top sell. Genre, ils sont très forts. Justement, c'est pour ça qu'ils mettent toute l'énergie sur la conviction, la vente. Ils arrivent toujours à top sell. Ils vont, par exemple, ils vont mettre la faute sur. D'ailleurs, c'est des gars chez qui je me forme, mec, qui me disent de faire ça. Ils disent, mets la faute sur le client, fais-lui comprendre que c'est de sa faute, upsell, etc. Donc, genre, c'est pas. C'est toujours Ouais, prendre ok. plus d'argent et on va voir pour la delivery après, tu vois. Ça C'est leur marche pas sur le mentalité. marché FR. Ah non, non, non. Toi, t'es d'où en Ça passe France? pas. Moi, je viens de Guadeloupe. Ah, nice. T'as de la famille en Guadeloupe là? Ouais, j'ai de la famille. J'ai ramené ma mère et ma soeur parce que c'est à côté de Miami. Mais c'est là que j'ai grandi, c'est là que je suis né. Ok. Et le business, t'as démarré en Guadeloupe? Ouais, tout démarre en Guadeloupe. Excellent. Frérot, à partir de genre 16 ans, j'ai commencé à aller un peu sur Paris, parce que bon, la Guadeloupe, Ok. ça reste quand même limité, tu vois, c'est tout petit, il y a pas trop de business en ligne. Et après Dubaï. Mais ouais, Guadeloupe, bah, de 1 à 16 ans. T'es résident à Dubaï toi, en ce moment, t'as même ton appart. T'es pas en rent, je crois. Non, c'est ça, ouais, j'ai mon appart, je suis résident. Ouais. Ça se passe bien? Tu kiffes? Oh, c'est cool. Franchement, c'est cool, tu peux bien lock-in. On en parle là, du coup, avant qu'on commence, le niveau de service, il est insane. Euh, Tout est plus rapide. Hmm. Tu as envie de travailler sur toutes les croyances. C'est ça que j'aime bien avec des grandes villes comme ça, Dubaï, Miami, New York, c'est quand même tout le monde fait plus d'argent que toi, même si tu en fais déjà beaucoup. Et ça te permet d'aller chercher plus. C'est chiant d'être dans une ville où tu es celui qui fait le plus. C'est trop dans le confort. C'est une question d'éducation, c'est exactement avec ce que tu disais là sur le marché des US où ils ont déjà un budget alloué à l'éducation. Bah là, c'est pareil dans Dubaï. Je suis pas encore allé aux States, c'est un projet, je pense, dans 1 ou 2 ans. Ce truc de se dire, bah ouais, c'est déjà ancré dans leur manière de penser, qualité du service, faire de l'argent. En fait, c'est un capital clé, tu vois. En France, t'es pas éduqué avec le besoin de faire de l'argent, hein. Non, non. Je regarde les coms des fois sur des vidéos Insta, mec, c'est désespérant, frère, hein, vraiment. On dirait qu'ils veulent pas faire d'argent. C'est pas bien de faire de l'argent, hein, il Non, faut. c'est une catastrophe, ouais. Ok, et pour en revenir du coup aux States, je suppose que le fait de négliger ta delivery, c'est pas du tout ce que tu as envie de faire sur les prochaines années. Non. Ok, et donc du coup, pour scaler un peu, si tu peux un peu nous parler de la situation actuelle de ton biz, sur qu'est-ce que tu vas mettre le focus sur les années à venir, surtout 2026 qui va être une grosse année. Euh, je vais beaucoup investir sur ma delivery, justement. Parce qu'en fait, j'en parlais sur une des vidéos qui va venir. Parce qu'en fait, j'observe où les gens sont bons et je me focus là où ils sont pas bons. Ou en tout cas, là où ils refusent de l'être. Sur le marché actuellement, en fait, tout le monde a mis toute l'énergie sur la valeur, l'offre. Ils ont mis l'énergie sur l'acquisition, sur la conversion. Et du coup, là où il y a un peu un gap d'énergie, c'est sur la capacité à délivrer. En fait, il n'y a que ça qui paye maintenant parce que tous les gens que tu vois dans notre niche, même hors de notre niche, tu sais et tu as une idée parce que les gens parlent tellement de leur expérience client, est-ce que c'est bien passé ou pas. Donc c'est méga important. Hein, je vais investir dans un SaaS pour qu'on ait notre propre plateforme. Je vais payer des gars là. Je vais prendre, je sais pas si t'as vu peut-être la story Insta. Je cherche le meilleur CSM de J'ai France. pas vu. Donc je vais investir. Mais j'ai des contacts en Voilà, Dubaï mais je si vais tu veux. investir pas mal. Ah, J'étais ça sera avec cool, frère. Justine. Justine, elle forme que des CSM, elle les a placés dans des grosses startups, etc. Si tu veux, je te mettrai en relation, elle est top. C'est le numéro un en Vas-y, vas-y, France. excellent. Ah, Euh, parfait, excellent. Ah donc, ouais, ce serait mon point de focus et marketing. t'as déjà des CSM dans ta boîte là en ce moment? Non. Moi j'en ai une, mec, incroyable. Ça change tout, vraiment tout. La satisfaction client, on l'a KPI, genre sur les premiers résultats clients, notables. On a pris plus 20% en termes de vitesse, on a pris plus 10% d'upsell.
C'est des gros chiffres sur un an, genre, c'est énorme. Et surtout, Ouais. on a genre baissé le nombre d'impayés de peut-être 30%. Parce que Oh, pas mal. Ouais, c'est énorme parce que en fait, on a pris une CSM qui est pas axée technique mais mindset, Laura, c'est peut-être qu'elle regardera le podcast. Et en fait, grosso modo, elle a du coup, enfin, nous on est assez des bulldozers dans la mesure où bah c'est technique, genre applique les process, si t'appliques pas, c'est ton problème quoi, grosso modo. Et le fait d'avoir une personne qui est beaucoup plus nuancée dans ce qu'elle dit et qui va te prendre par la main, qui va dire ok, qu'est-ce qui va pas, prendre une heure de call de temps en temps, bah, on sous-estime l'impact que ça a sur ton business. C'est si tu veux le faire, fais-le très rapide. Tu verras, c'est insane. Ouais, c'est ma priorité là. Ok, ouais, donc du coup, c'est pour ça que tu cherches. Mais en tout cas, CSM, tu peux avoir des bons talents pour 2 3 cas et ça permet surtout de revendre à ton audience en permanence. Moi, je pense qu'avec le marché qui va se sophistiquer, la plupart de ton CA, il viendra de tes clients et pas des paiements upfront que tu auras à terme. C'est ma vision un peu des choses. Je sais Je pas suis si d'accord. Ouais, t'es d'accord avec ça? Ah, c'est clair. Là, sur les revenus de ce mois-ci, là, le mois il commence bien. J'ai beaucoup de paiements sur nos clients, d'upsell, des parts qu'on prend chez nos clients. On a un business en parallèle qu'on est en train de développer avec mon associé. Euh, donc, ouais, les clients rapportent beaucoup. En fait, là, justement, on place beaucoup d'énergie sur le back-end. C'est mon point de focus. C'est pour ça que je publie beaucoup moins. Je place toute l'énergie sur le back-end, sur comment on upsell plus, comment on délivre mieux, comment ça se passe sur les 7 premiers jours d'onboarding pour que la valeur perçue des résultats puisse être plus explosif. Et là, mon défi, c'est, j'ai remarqué ce qui fait qu'on a le meilleur client satisfait, parce que le niveau de motivation est le plus haut, c'est quand quelqu'un rentre et qu'il arrive à avoir des résultats concrets rapidement. Le niveau de dopamine, il augmente assez vite, et après, ils sont motivés pour les prochains mois. Et on a remarqué que par contre, quelqu'un, même s'il a des résultats un mois après, si les 7 premiers jours, il n'a pas des résultats incroyables, concrets, il sera moins motivé à travailler après. Donc, l'onboarding, c'est le point de focus également. Nous, tu vois, on est sur le marché de la vente, donc on va aider beaucoup de gens à surtout convertir en call. Les résultats, ils sont très très rapides. Une personne qui passe de Ouais, 10% à 30%, elle rajoute peut-être 10 à 20K sur son CA, c'est fini. ouais, c'est Je clair. je pense que ça joue beaucoup, genre ton positionnement de marché, si tu es sur une offre simple et facilement scalable, ta satisfaction client, elle va trop vite derrière. C'est pareil que les mecs qui font des offres market fit du style sur LinkedIn, des gars qui arrivent à te faire juste faire percer un post une fois, ton niveau de dopamine, il direct. Dans le scaling, c'est plus dur. Tu es sur quelque chose de plus généraliste, donc Plus tu as large, ouais. plusieurs pôles. C'est clair. Donc, ok. Ok, donc focus back-end là en ce moment. Jusqu'à la fin de l'année ou pour 2026, c'est le gros focus aussi? En fait, je vais pas arrêter de focus, en fait, je pense que le focus est constant, juste sur de façon périodique. En fait, parfois, je vais plus balancer mon focus beaucoup dessus et Ouais. délaisser un peu de focus sur les autres aspects du business parce que tout a été optimisé. Mais après, en fait, c'est un travail constant. Tu vois, dès qu'un client te dit, ouais, j'ai besoin de ça, tu améliores. Même ce que le client ne te dit pas, que tu observes et que tu vois que toi-même, tu aurais pu améliorer. Me connecter avec beaucoup plus de personnes pour rendre ça plus rapide, meilleur. Parce que je sais qu'en fait, si la delivery est bien travaillée, c'est là que tu domines sur le marché. Carrément. Bah là, sans citer de nom, il y a plein d'infopreneurs qui se cassent la gueule en ce moment. Ouais. Honnêtement, je connais pas trop en France ceux qui se cassent la gueule. Je suis pas trop. Enfin, je suis pas au courant, en fait, honnêtement. Mais ouais, sûrement. Moi, en fait, la stat est assez folle. J'en parlais avec Justine, dont je te filerai le contact après. Un client qui est pas satisfait t'en fait perdre 12 par la suite. Ouais. C'est énorme. C'est genre. Et Et, insatisfait 3. exactement. Et dans le B2B, bah, les nouvelles vont tellement vite. Les gens ont déjà acheté tellement d'accompagnement. Je suspecte que c'est même plus que 12. Et tu perds des Ouais, places de marché de fou, tu vois. Donc 100%. c'est Toi, clair. il y a un phénomène que tu parles beaucoup sur les réseaux qui s'appelle l'infoprenariat 2.0. Est-ce que tu peux plus nous en dire sur ça? Bah, tu vois, c'est un peu ce que tu m'expliques là. C'est avec la fait que tu perds pas mal de clients quand les gens sont pas satisfaits. Parce que justement, par rapport à ce qui s'est passé avant 2018, et le fait qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée, tout le monde pouvait rentrer, venir, repartir du marché, faire de l'argent, scammer sans compétence et s'appuyer uniquement sur le marketing. En fait, les acheteurs sont beaucoup plus méfiants. Également, maintenant, le point de focus de ceux qui vendent, il est obligatoirement mis sur la delivery. Et si tu ne le fais pas, bah, tu vas tomber beaucoup plus rapidement. Avant, tu n'étais pas obligé de focus sur la delivery, tu pouvais tenir. Maintenant, si tu foires sur ta delivery, ne serait-ce que sur 10-20 clients, tu tombes assez rapidement. Ou 10-20 clients vraiment pas satisfaits, tu tombes. Et les gens prennent plus de temps pour acheter, ils vont faire beaucoup plus de vérifications, ils vont prendre plus de temps en général tout court. Même s'ils sont conscients que tu peux les aider, ils vont consommer plus de vidéos YouTube, parce qu'ils ont peur. Et surtout, sophistication, c'est quoi? Surtout tout simple, tous les gens ont déjà acheté avant toi.
avant que les achetaient, c'est la première fois, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Souvent, quand quelqu'un arrive en appel, il va tout le temps te dire, et c'est une objection qui revient, c'est: «J'ai déjà payé chez quelqu'un d'autre, mais tu vois, hier, on a fait une bonne journée». Tous les gens en appellent: «Ah, mais j'ai déjà payé chez quelqu'un d'autre et j'ai peur que ouais, j'ai payé chez lui et ça s'est pas bien passé». Ils ont tous déjà payé et du coup, c'est pour ça que le marché est sophistiqué parce qu'ils savent à quoi s'attendre et ce qu'ils veulent éviter, en fait. 100%. Et c'est là que du coup, tu as une énorme opportunité de te dire, tu as soit les mecs qui vont dire, waouh, le marché est trop sophistiqué, j'abandonne, soit les mecs qui vont se dire, ok, ça veut dire que si on a un bon produit, on va passer devant tout le monde, quoi. Et c'est ce que t'expliquais. Exactement. Et c'est pas compliqué d'avoir un bon produit, c'est juste que les gens ne veulent pas mettre le focus, mais c'est simple. Sur des 4 piliers, entre valeur, acquisition, conversion, délivré, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est chiant pour la plupart des gens, parce que tu vois pas l'impact de façon directe entre mettre sur l'énergie sur peut-être, ton marketing où tu vas avoir plus de personnes autour setting et mettre sur la delivery. C'est comme, le parallèle, c'est comme avec, je sais pas moi, de la méditation du sport. Tu vois pas l'impact Ouais. jusqu'à ce que tu arrêtes de le faire et que tu le négliges justement, donc c'est chiant, mais il faut le faire. C'est le même principe que les assurances vie. C'est, t'as une assurance vie, tu la payes jusqu'au jour où tu la payes plus et que tu te casses un bras et t'es en mode, t'es un relou. Ouais. Exact, exact. Je pense que c'est aussi de l'honnêteté. Il y en a qui ont peur de prendre des feedbacks brutalement honnêtes dans la gueule. Tu vois. C'est que Ouais. ton client, il te regarde, il dit, mais non, mais genre là, j'ai payé, mais c'est du scam. Et que toi, tu as envie de garder cette image de toi-même quand tu te lèves le matin en mode, ouais, mais j'accompagne bien mes clients, alors que tu jamais pris un feedback, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, je demande tout le temps, hein. Parce que j'ai forcément, tu vois, là, on a accompagné plus de 120 coachs. J'ai forcément, genre, deux trois clients, effectivement, j'ai senti que c'était pas satisfait. J'en ai clairement, tu vois, qui étaient moins satisfaits. Je les appelle, je leur dis, mec, dis-moi tout ce qui cloche. Au détail près, tu vois, je veux pas que ça m'arrive un truc comme ça à nouveau. Dis-moi qu'est-ce qui t'a déplu, dis-moi qu'est-ce que je peux améliorer. Et c'est ce qui fait que sur chacun des clients, en fait, la version de notre accompagnement avant et notre version maintenant, ça n'a strictement rien à voir. Et tu vois, c'est chiant, effectivement, parce que tu as quand même un truc sur lequel tu travailles. Mais c'est que comme ça que je peux améliorer. Ou même ce qu'on fait, c'est que je demande à certains des membres de mon équipe ou des clients d'aller demander un feedback à mes clients pour qu'ils puissent être 100% net et pas me le dire à moi. Et là, ils donnent vraiment tous les aspects. Et moi, ça me permet d'améliorer. Parce que quand c'est en face, ils vont te 100%. dire, mais pas aussi honnêtement. S'ils vont le dire à un autre client, ils vont dire: «Putain, il aurait dû faire ça, ça, ça». OK, y a pas de souci, je le fais. D'où l'intérêt d'une CSM. Ouais, effectivement, d'une SACEM. Truc urgent, tu sais, Ou bien comment c'est un ça. CEM. Oui, 100%. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est trop sous-estimé, c'est quand tu veux revendre à tes clients, nous je sais qu'on a deux offres, on a une upsell, tu as sans doute une upsell, sans doute ce genre de choses, et bah c'est ce truc de leverager autant les case studies de ton upsell à tes clients en interne, c'est genre afficher dans ton accompagnement les témoignages des gens de l'upsell pour faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur et continuer de nurturer tes clients. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon bah le mec il a acheté mon accompagnement, c'est tout. Mes titres, je vais pas bien les copyrighter. Mes vidéos, je vais pas faire en sorte qu'il y ait une meilleure rétention. Mais si tu vas au bout de la logique, un client qui regarde bien tes vidéos, qui consomme bien les ressources, c'est un mec qui a plus de résultats, qui va donc upsell et faire rajouter du cash à la boîte, tu vois. Exactement, exactement, je suis complètement d'accord. Ok. Et du coup, tu dirais que là, c'est grosso modo, si tu pouvais enfin, nous donner un tips là, grosso modo, de ce que tu as mis en place, un seule chose pour augmenter ta satisfaction client, ça serait quoi? Mmh, un point pour augmenter la satisfaction client. La vitesse, je dirais la vitesse. En fait, tu dois être extrêmement rapide pour faire un feedback et observer ce qui cloche. En gros, par exemple, je te donne un exemple, un coach, sportif très spécifique, Pierre, PG, il a à peu près il a 12 cas en 4 jours, même pas sur la liste du coaching sportif. Il avait un problème sur la vente et on aurait pu, par exemple, attendre de faire l'appel la semaine prochaine. Je lui dis: «Mec, là, le problème, il est urgent, tu as combien d'appels ce soir?» «Ah, j'ai 4 appels ce soir». «OK, bah, faisons un appel dès maintenant sur WhatsApp. Je t'envoie le lien, je vais t'envoyer plein de documents, on a fait l'appel dans la soirée même». Alors que j'aurais pu attendre qu'il fasse la même erreur sur les 4 appels de la soirée, qu'il la répète et qu'on se voit une semaine après. Non, j'ai dit: «Non, c'est inacceptable, on doit faire maintenant». Et juste après, résultat, il a fait full vente dans la soirée, plus de 8 cas dans la soirée. Donc je pense être rapide avec tes clients, tout comme tu dois être rapide sur ton marketing, sur ton exécution, tu dois être extrêmement rapide sur tes clients également. Et c'est un principe que je répète, un client me donne un feedback, le soir même, j'améliore sur l'espace. Un client a besoin de quelque chose, je fais en sorte d'être disponible le soir même pour qu'on puisse obtenir des résultats. Et juste être plus rapide. T'as pas fait en sorte de ralentir tes clients sur leur rythme. Et un deuxième point, bah, tu m'as dit un point, mais ce sera principalement ça, ouais, la vitesse. C'est intéressant, ouais. Parce que ça nécessite d'être ultra disponible aussi pour eux. Ça, c'est un des C'est deuxièmes ça, ou points que les même, gens n'ont pas envie de se confronter quand tu fais c'est ce que. clair, c'est ça, ou même
même un deuxième point aussi, je dirais deux derniers points, bah, par exemple dans la vitesse à quel point, la vitesse que tu leur imposes aussi. Moi, j'impose au rythme au client, c'est-à-dire que quand tu rentres, je te donne plein d'actions concrètes à mettre en place. Il y a une timeline idéale, il y a une vidéo avec la timeline idéale à respecter qui est très courte, justement, pour qu'en quelques jours, ils condensent plus en quelques jours, que je leur impose ce qu'ils ont fait en quelques mois. Et donc, je fais en sorte que ce soit compliqué pour eux de ne pas atteindre l'objectif. Et deuxième point, c'est les croyances. Surtout en B2B, je casse les croyances des clients. Ils vont me dire, allez, il faut qu'on fasse 30K. Je dis, ah, comment ça, 30K? Je sais pas, vise 30K cette semaine. Pourquoi tu veux pas les faire cette semaine? Et du coup, on va toujours les challenger sur fais plus, fais plus, fais plus, fais plus d'argent. Et même si à la rigueur, ils font moins, ben, ils vont faire plus que ce qu'à la base, ils voulaient faire, tu vois. Ouais, c'est le fameux truc, vise la lune et t'atteindras les étoiles, quoi. Exactement. Ok. Ouais, c'est super smart. Donc, du coup, être beaucoup plus disponible. Mais tu vois, ça, c'est un truc, c'est une croyance de beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent produit scalable égale beaucoup de temps libre égale ma boîte tourne en automatique. Enfin, je suis désolé, si tu vas aller chercher un, 2, voire 3 M par an, tu dois bosser 10 heures par jour. Il y a un moment, c'est ma vision, après, chacun pense ce qu'il veut, mais si tu veux être à la fois sur le front de tes clients, sur le management de tes équipes, ou même à un niveau de sophistication où tu as tout délégué, enfin, je veux dire, Elon Musk, il bosse encore 10, voire 12, voire 15 heures par jour. Quitter pour penser que t'as pas à bosser, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, ça dépend vraiment de ta vision, parce qu'on a des gens qui ont scale et qui bossent pas beaucoup, honnêtement. Ouais, Euh, et en fait, ça dépend de comment tu veux structurer ton activité, tu vois. C'est soit tu perds un peu de profit à la rigueur et tu bosses moins, soit tu gardes plus de profit et tu gardes beaucoup plus de contrôle. Et pour moi, c'est la meilleure chose à faire pendant les premières années. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ton âge, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais effectivement, pour des gars comme nous, de 18, 20 ans, enfin, qu'est-ce qu'on est pour dire, ouais, les gars, je vais structurer pour travailler 3, 4 heures, mec. Enfin, je sais pas, pose-toi à travail, frère. Il n'y a rien d'autre à faire 100%. à part ça. Et puis ça va aussi de pair avec la sophistication. C'est genre, déjà, le make money, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est genre le marché le plus dur aujourd'hui. Aux US, C'est c'est clair, encore plus c'est dur qu'en clair. France, mais c'est ce truc de se dire, mec, si tu penses qu'avec 3, 4 heures, tu vas aller plus vite que des mecs qui bossent 12 heures par jour et qui font des nuits blanches, non, t'es fini. Tu vas accepter de devoir perdre des parts de marché. Tu peux pas scaler pour moi en bossant 3, 4 heures par jour. Tu peux avoir des phases où, ok, t'es plus light, t'es sur de la vision ou autre, mais pas sur un an, tu vois. Pas sur un an. Non, non, c'est clair. C'est la guerre. En fait, moi, je parle du principe simple. Comme tu l'as dit, c'est la guerre. Et alors, le but, c'est pas forcément de travailler plus que les concurrents, mais c'est de produire plus. Iman, il est très chaud sur ça avec son équipe, etc., la gestion d'humain. C'est un des gars qui produit le plus. Et en gros, juste ton incapacité à produire plus, c'est la place que tu laisses à quelqu'un d'autre pour aller récupérer des clients. Et moi, je vois avec un truc simple, c'est que si tu as un bon produit, tu vas faire tout ce qui est possible pour que tous les gens viennent chez toi. Ou en tout cas, ne pas laisser de place à des gens qui n'ont pas forcément un produit qui est bon. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça qu'il faut produire énormément, tu vois, pour que tout le monde puisse se dire, écoute, moi, par exemple, toi, tu es sur le domaine de la vente. Tous les gens actuellement coach qui ont besoin de vente, ils doivent venir chez Anzo parce que j'ai pas envie qu'ils achètent quelqu'un qui est moins compétent que moi. Et c'est comme ça que tu dois le voir. Donc je dois produire plus, faire plus, être plus visible pour faire tout ce qui est mon possible pour les ramener. Hmm. Comment tu fais pour produire beaucoup, toi, aujourd'hui? T'as SOP, je pense, la plupart de ta créa de contenu ou ce genre de choses ou... Euh, je dirais de réduire la friction parce que mes vidéos, c'est brut, il n'y a pas de montage. Ouais. Et juste le soir, en fait, j'ai pas de process très clair, je tiens à être honnête. Je que je vais être à la douche, je vais avoir une idée, je note. Je vais être en train de manger, j'ai une idée, je note. Je vais être dans le taxi, j'ai une idée, je note. Et du coup, je note tout en fait sur mon téléphone. Il y a les notes avec le petit espace que tu peux cocher, tu vois. Et, euh, et après, je filme direct. Je filme même des fois, j'ai l'idée sur le moment, je filme direct. Alors, je prends Insta, je filme, je publie. Mes vidéos, c'est pas filmé à l'avance, publié genre 2 jours après. C'est vraiment, par exemple, on avait une vidéo qui a fait pas mal de vues. Elle nous a rapporté des leads. J'étais à la salle avec mon pote. En fait, il montrait que dès qu'il est sur son téléphone, il y a ma tête qui s'affiche. On a vu ça, on est dit, vas-y, mec, on filme un reel, c'est instantané, tu vois. Il y a pas de friction entre l'idée et l'exécution. Ça nécessite d'avoir un format ultra brut et facilement actionnable aussi, qui prend pas beaucoup de temps pour pouvoir poster du volume. Moi, je pense que le volume, c'est ce qui va faire que tu prendras plus de place sur le marché parce qu'il y a deux ways aujourd'hui pour surtout être beaucoup plus visible. Tu as soit dépensé plus que tes concurrents en ads, auquel cas tu es voué à toujours plus payer cher parce que vu que plus de gens vont aller sur de la ads, bah, c'est à croissance linéaire donc ça va coûter de plus en plus cher, les CPM vont continuer d'augmenter. Ou soit c'est ce qu'on appelle beaucoup le clipping, c'est poster, 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 poster. Toi, t'étais assez, t'avais posté une vidéo, je crois, sur le clipping. Tu pourras peut-être m'en parler un peu plus. Ouais, 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 Euh, on l'a. Ah, du mal, désolé. non, non, j'allais m'arrêter justement. Je voulais. Ah, d'accord. Non, je te disais, ouais, Clipping, on avait commencé et on a quand même certains clients pour le met en place, mais c'est pas scalable, honnêtement. C'est pas scalable pour nous. Tout comme pour nos clients, en fait, c'est tellement spécifique à une niche de personnes. Par exemple, le clipping fonctionne très très bien sur du make money. Les gens pour qui ça a vraiment un impact,
même aux US ou même en France, c'est les gens B2C, du ouais. make money. B2C, make money, etc. Tu vois, ça n'aura pas le même impact en B2B. Donc, principalement le clipping, en tout cas pour du B2C make money. Donc, c'est pour ça qu'on le met beaucoup moins en avant même sur le marketing. C'est pas scalable, c'est pas ce qui apporte des résultats vraiment intéressants rapidement. Hmm. Ok. Mhm. Tu postes combien de fois par jour, toi? 4, 5 à peu près. Ouais, je fais la même chose. C'est intéressant. Parce que il y a beaucoup de gens, et ça je pense que c'est du bullshit, qui disaient que la création de contenu, si tu postais trop, ça réduisait la portée. Les algorithmes, pour moi, ça change rien. Si ton contenu est bon, il percera. Enfin, genre, no sense. Ouais, ah, c'est clair. Ah, l'algo a tous les avantages de te mettre en avant. Donc, lui, il te demande juste donne-moi du contenu pour rendre les gens addicts à la plateforme. Et si ton contenu est bien, je te mets en avant. C'est vraiment ça. Il Ça, n'y a c'est pas de du limite. bullshit. Pour faire vendre les gens qui sont experts Instagram et qui vont te faire du montage avec les beaux sous-titres et te disent ouais, mais poste 3 fois par jour pour pas essouffler. C'est des conneries. Si tu veux être visible, poste Ouais. plus. Euh, Le J'en contenu dis. laisse, ça rapporte plus d'argent. Ouais. Bah, et puis t'as des. Enfin, de profit surtout. Ouais, Ça joue c'est beaucoup. pro. Parce que Exactement, je suis d'accord. si tu veux scaler, tu as besoin de garder beaucoup plus de profit. Ta marge nette, toi, elle est à combien aujourd'hui? 88%. Euh, la plupart de tes clients, c'est du B2C, tu manges la TVA ou pas? B2B, pardon. B2C, mes clients? B2B, B2B. B2B. Ouais, B2B. Donc t'as pas de TVA. Honnêtement, frérot, je sais pas, mec. Je pense pas que je suis un exemple sur ça. Parce que je suis à Dubaï, mais oui. Oui, oui, je crois. Bah, la TVA, c'est dans le pays du client. Hmm, oui. Après, il y a un truc à prendre en compte, parce que j'ai quand même pas mal de clients qui sont pas en France. Il y a des clients aux US, ici. Ok. J'ai des clients qui sont à Dubaï directement, si tu vois, ça joue pas mal. Ok, ouais, ça joue beaucoup. Parce que la TVA, ça bouffe 20% de ta marge, quoi. Ouais, ouais, 20%. Ouais, ouais, C'est 20%. hard. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui confondent profit et CA, et ça, c'est intéressant. Même chose, infoprenariat 2.0, c'est le profit qui va primer. Vaut mieux avoir une activité qui fait 50K de profit par mois qu'une activité qui fait 100K et qui a un bel impact, mais mauvaise delivery, pas de profit, ça se casse la gueule. Tout le temps. Exactement. J'ai un de mes mentors, lui, il me parle de ça. Il y a une entreprise qui tourne à plusieurs M par an, dizaines de millions. Et en fait, son profit dans sa poche, il est faible. Et un gros le problème avec ça, et même d'autres infopreneurs qui tournent à 100, 200K par dessus là, et le problème, c'est que tu as les problèmes de gestion de 200, 300K et d'humains, etc. Pour le même profit que le gars qui gère un business à 50K, qui a quasiment aucun problème, full sérénité, qui prend 40K dans sa poche, tu vois. 100%. Euh, je discutais avec un mec qui bossait chez Rémi Jupil, qui est son head of sales. Ils ont genre 70 à 80K de dépenses en ads et frais fixes et closer et tout. Et ils font 200K, voire 250K. Ouais. Mais à côté, je sais pas, tu prends les gens qui sont en organisme, tu vas voir Clouet ou autre, ou même toi, avec ce genre de marge, bah ok, peut-être que le mec il gagne allez, 10% de moins de CA, mais par contre le profit il est genre 3 fois plus, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Et donc c'est pour ça que tu vois aujourd'hui il y a pas mal de tunnels en ads qui se crashent, c'est notamment à cause de ça. C'est parce que le profit c'est devenu de plus en plus important. Toi, tu fais de la ads, je crois que tu fais du retargeting ou du follow. Ouais, on fait un peu des deux. En fait, on a des follower ads. En fait, le but, c'est de regarder tes reels, ce qui performe le mieux sur ton contenu. Parce qu'en fait, souvent, les gens font une opposition entre les ads et l'organique. Bien Si sûr. tu es bon en organique, tu seras bon en ads. Parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est un hook, c'est les bases, faire des open loops dans la vidéo, faire un call to action. Si tu es bon en organique, tu seras bon. C'est les mêmes consommateurs, c'est les mêmes personnes. Juste de façon plus nichée, donc c'est encore mieux. On prend le contenu non organique qui nous attire les leads les plus qualifiés, on le booste en ads, on redirige vers le profil. Et sur toutes les visites de profil et les gens qui ont pu interagir pendant les 90 derniers jours, on fait du retargeting sur cette audience, spécifiquement sur la tranche d'âge de mon avatar, et on leur demande de nous DM. Donc, en gros, visite de profil grâce aux Reels, et ensuite retargeting, ils nous envoient un message sur le compte, on convertit, setting, appel, et ensuite on fait une vente. Hmm. C'est vraiment c'est ultra intéressant ce que tu disais sur le fait que les gens ils pensent qu'ils vont optimiser, enfin ils vont opposer ads et create content. Tu joues contre de l'humain, ça reste de la psychologie humaine, genre pourquoi opposer les deux? Et c'est la même chose par exemple sur de la vente et le recrutement d'une équipe de CSM, c'est la même chose. Tu recrutes un CSM comme tu recrutes un closer. Il est chargé de nurturer, d'amener des résultats avec de la valeur et de vendre. Same. Euh, Ouais, et je pense que beaucoup de gens se compliquent les choses, honnêtement, et c'est ce qui empêche vraiment de scaler. C'est ils vont prendre des notions ultra compliquées dans tous les sens. Ils vont se dire, oui, il faut que je pose du tofu, du mofu, du bofu. Intéressant, très bien. Ils vont compliquer à mort les choses alors qu'en vrai, c'est humain, attention, trafic, conversion produit.
C'est tout. Simple. Ah ouais, but not easy. Tu vois, c'est simple, mais c'est pas facile. Ouais, ouais, exactement. Simple, mais pas facile. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, j'ai vu que tu avais posté une vidéo sur YouTube de 7 heures, si je dis pas de conneries, sur ta chaîne. Ouais, ça fait un Là, moment, j'en ça, ouais. prépare une de 10 heures, donc je voulais te poser cette question. Là, c'est plus pour moi. Euh, je sais pas si tu as si t'as KPI ça ou si tu as des datas là-dessus, mais je pense que le marché aujourd'hui sur YouTube spécifiquement, il récompense les acteurs qui se font le plus chier. Les mecs qui vont préparer longtemps la vidéo, qui vont donner énormément de valeur et toujours plus. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est le fait de faire du contenu long, ultra condensé, même raw, c'est vraiment la tendance ou justement tu vas plutôt dans l'autre sens, toi, de ton côté? C'est sûr que, en fait, plus les gens passent du temps avec toi, plus ils vont te faire confiance. Ils ont besoin de 6 à 7 heures pour te faire confiance. Le contenu brut, encore une fois, le contenu laid, techniquement sur la forme, convertit plus de Ouais. profit, meilleur client, les gens sont plus connectés avec toi, ils ont l'impression d'être en appel. Et quelqu'un qui veut vraiment acheter chez toi, qui va acheter cher, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour la forme, qui est là pour le fond. Donc c'est clair que le contenu brut. Et après, oui, on a fait des KPI sur la vidéo de 7 heures. C'est pour ça que d'ailleurs que je l'ai mis en non répertorié, parce qu'effectivement, j'ai quand même pas mal de personnes qui sont venues. Mais c'est pas nos clients qui nous ont payé le mieux. Et c'est des gens en fait qui étaient très compliqués à closer, parce qu'ils partaient du principe qu'ils savaient déjà tout pour atteindre l'objectif tout seul. Et en gros, en fait, le seul défaut des vidéos comme ça, c'est pour ça qu'il faut bien les restructurer, je vais peut-être en refaire une autre, c'est qu'en fait, tu dois toujours le faire comprendre à ton prospect, et même c'est la réalité, mais en tout cas, il faut bien lui faire comprendre qu'il ne peut pas atteindre l'objectif seul. Parce que du moment qu'ils partent du principe qu'ils peuvent le faire seul, ils vont le faire, ils vont pas te payer. Mec, je suis 100% d'accord. C'est la créateur économie de dire donner énormément de valeur, etc. Ça n'a aucun sens. Les meilleures entreprises de ce monde aujourd'hui donnent pas trop de valeur. C'est juste l'implémentation qu'elles vont vendre. Et il y en a beaucoup qui confondent cette frontière. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Genre, moi, je regarde une vidéo de 10 heures. Si elle est mal faite, je vais appliquer tout le process et je vais me barrer, tu vois. Ok, Ouais. ok, c'est intéressant. Bah, en fait, Euh, tu as 2 trucs, en fait, je discutais de ça, c'est, 2 conseils. Tu as les 2 types de conseils de 2 gars. Il y a William Brown chez qui j'ai payé. Il m'a dit: ouais. «Wow, note A1». Donc en gros, impressionne en disant quoi faire, mais jamais comment le faire, donc pas le A1. Et ensuite, tu as Nick, lui, qui est très stratégique pour ceux qui regardent sa vidéo. En gros, il va créer de la confusion stratégiquement. Le but, c'est qu'il te fasse te sentir con à la fin de la vidéo. Donc il va te complexifier volontairement. Il va faire des designs très complexes avec des miros qui vont dans tous les sens, alors qu'il pourrait juste le simplifier. Il va expliquer: «You need to do this, blablabla». Qu'est-ce que le gars raconte? Il t'a dit: «Mais dans tous les cas, c'est très complexe, réserve un appel avec moi si tu veux simplifier et l'adapter pour toi». En gros, son angle, c'est de te dire comment faire, mais de tout mélanger pour que tu puisses pas clairement savoir comment le faire à la fin de la vidéo. Et ça donne un Donc effet c'est 2 bundle angles. de je suis plus smart que toi, j'ai la valeur. Exactement. Ok. Tu consommes du contenu, toi? D'infopreneur, est-ce que tu as des times précis dans ta journée où tu vas consommer du contenu? Où est-ce que tu t'informes, toi, aujourd'hui? En fait, je suis beaucoup en appel avec eux. Je vais quasiment jamais regarder YouTube en soi, plus maintenant en tout cas, parce qu'en fait, je paye tellement de gars que du coup, je regarde plus, mais en soi, c'est grâce à YouTube qu'on a pu scaler majoritairement. Mais du coup, beaucoup d'appels avec eux, même connectés sur place. Il y a quoi d'autre encore? Des livres, hein. Principalement, en fait, je me forme avec appel, livres et sur place. Ah ouais, question que j'aime bien poser. C'est quoi ton top 3 livres que t'aies lu qui t'aient fait Ah, top 3 progresser? livres. Mmh, le numéro 1, j'aurais dit Reality Transurfing. Ok, j'ai pas lu. Numéro 2, j'aurais dit, l'Almanach de Naval Ravikant. Mhm. Numéro 3, j'aurais dit, hem, comment il s'appelle encore de Brian Tracy? Ah non, de Zig Ziglar. Secret of Closing the Sale de Zig Ziglar, sur la vente spécifiquement. L'almanach de Naval Ravikant, il est très axé principe premier, je trouve. Il est vraiment très riche. Euh, Ouais, excellent. ça fait combien de temps que tu es dans le biz, toi? Ça doit faire 4 ans là déjà, 4 5. Mec, c'est plus jeune, t'as fait plus longtemps que t'es dans le biz que moi. Et je pense qu'honnêtement, tu vois, il y a un truc, c'est qu'à un moment, tu arrives à un stade où tu connais les principes premiers. Et juste ce qui va te faire scaler, c'est le temps et l'application. Et il y a beaucoup C'est de gens clair. qui pensent que si ça scale pas, c'est que c'est un manque de process ou autre. Alors oui, parfois tu as des contraintes, ça s'appelle la théorie des contraintes, c'est la base, mais genre, il n'y a aucun monde où avec le même volume de travail, si tu es à 50K, que tu keep going sur la même longueur, que tu appliques les mêmes principes premiers, dans 10 ans, tu fais par un M par mois, genre si tu veux vraiment te la donner, tu vois. Je caricature. Même avant 10 ans. Mais oui, largement. Mais il y a trop de Largement. gens qui vont.
ils vont pas comprendre qu'ils sont sur le shiny object à se dire bon bah ok, il faut que je change mon closing, il faut que je change mon marketing. Non, t'as juste à faire la même chose. C'est clair, je suis d'accord. Euh, Les gens sont pas patients souvent. ouais, complètement. Je pense que c'est à cause en France surtout. Au States, j'ai l'impression qu'il y a plus cette culture aussi de l'invest. Parce que dès leur plus jeune âge, par exemple, étant donné qu'ils n'ont pas de retraite, il y a, je crois, des banques privées ou ce genre de choses pour pouvoir mettre de côté. Donc, ils ont l'épargne, l'investissement, le fait d'avoir du ROI, etc. Donc, au States, ils ont aussi cette culture de. C'est comme le S&P, enfin, genre, on fait tous du business, mais on pourra aller aussi vite que le S&P, voire plus. Ouais, Tu vois? ouais, 100%. Ah, c'est pas la même culture, surtout au States et en France, ouais, ils sont un peu impatients, les gens. J'ai déjà remarqué ça. En Guadeloupe, c'est différent ou pas qu'en France? Hmm, c'est assez similaire, honnêtement. Il y a une seule différence principalement sur le business, c'est que il y a. Honnêtement, c'est assez similaire. Je vois un peu la même chose en France, c'est que contrairement aux US, les gens te voient un peu comme de la concurrence quand tu montes. Aux US, quand tu montes, tu vas dire, ah putain mec, c'est excellent, on va monter ensemble, tu vois. En France, on va dire, ah mec, tu montes. Au lieu d'essayer de monter avec toi, il va te redescendre à son niveau. Il va essayer de te dire, ah tu montes, ben, laisse-moi te ramener à mon niveau, laisse-moi te garder avec moi, tu vois. Et que ce soit en France ou en Guadeloupe, je vois pas mal cette mentalité, c'est qui est un peu dommage, tu vois, c'est dommage. Ok. Tu l'as vécu personnellement, ça, toi? Non, j'ai pas eu le temps en tant que ça, parce que j'ai cut off tout le monde, mec, je vais pas mentir. Dès qu'il y a des gens qui essaient de me descendre, j'ai cut off. C'est plus simple. Ouais. Plus Je, simple, ouais. J'avais une discussion avec un ami, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est les riches qui tiennent les pauvres vers le bas, alors que c'est les pauvres qui tiennent les pauvres vers le bas. Enfin, Exactement, les pauvres se tiennent entre pauvres, tu vois? C'est, les personnes qui m'ont limité le plus, là, je suis avec des amis, tout le monde se pousse vers le haut, tu vois? C'est: «Mec, ah mec, fais ça, là, fais ça». Alors que quand tu es avec des anciennes personnes que tu connaissais avant, c'est: «Non, moi, je te donne pas mon truc. Je garde mon truc pour moi. Toi, fais ton truc de ton côté, j'ai pas envie de t'aider à monter», tu vois? Ils te voient comme de la concurrence, alors qu'en fait, ta montée ne signifie pas que quelqu'un doit descendre, tu vois? Je peux monter et toi, tu montes aussi en même temps. C'est pas un problème. je sais plus qui disait ça, mais c'est un mec aussi qui disait If you wanna get rich, you have to make rich people around you. Ah oui, Zig Ziglar, oui, Zig Ziglar, ok. Je connaissais pas l'auteur. Et ta c'est ta complètement capacité vrai. à ouais, c'est clair. Parce qu'il y a ce truc de se dire si aujourd'hui t'as un pote qui est dans la même niche que toi, déjà le marché est beaucoup trop grand. Ce qui fait qu'il y ait 20, 30, même 100 infopreneurs sur la niche du scaling et que le marché il soit jamais saturé, c'est parce que les gens rachètent pour avoir des angles différents, des mindsets Exact. différents, des relations différentes. Ça bougera jamais. Et le fait que toi tu te dises bah je garde pour moi, ça n'a juste aucun sens. C'est comme si tu te disais bah en fait le mec il peut peut-être me faire x10 mais non. C'est plus de l'ego qu'autre chose, tu vois? Parce que moi, il y a quand même pas mal de personnes, même dans cette niche-là du make money qui me taillent et cetera et les gens se taillent entre eux alors qu'en fait, genre, quelqu'un qui va acheter chez moi va acheter chez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a déjà acheté chez quelqu'un d'autre va acheter chez moi. En fait, ça tombe parce que c'est comme moi, c'est comme si tu me dis: «Ouais, c'est pas bien, j'ai acheté chez Nick et» bah non, j'ai acheté chez Nick et William Brown et tous les autres gars. Donc ils ont tous pris leur argent dans tous les cas, tu vois? Les gens paient pas une formation et puis terminé, ça a pas de sens. Moi, je pense que vu qu'on est dans l'infoprenariat, il y a un truc qui a pas sous-estimé aussi, c'est qu'on vend de l'information, mais les gens doivent comprendre comment l'implémenter pour eux. Et en fonction du profil de l'accompagnateur, du formateur ou du mentor que tu as, bah en fait, tu vas pas intérioriser de la même manière. Donc, tu vas surtout payer un mentor pour sa facilité à te faire intérioriser telle compétence. Nous, je sais qu'on est très bon C'est sur ça. faire comprendre à la personne comment shift de mindset en vente. Mais toi, par exemple, quand ils vont te payer, c'est sur le contenu, c'est sur la stratégie, c'est sur d'autres choses, mais c'est surtout sur la manière d'apprendre les choses. Donc, ça a aucun sens. Euh, C'est clair. J'avais vu un truc et je sais pas si toi tu l'as mis en place pour l'accompagnement, c'est que tu sais, les gens maintenant c'est de plus en plus gamifié. On fait les vidéos pour les gamifier, pour les faire tenir en haleine. C'est pareil dans l'accompagnement. Est-ce que tu fais ça toi un peu? Tu as des exemples où c'est un projet ou pas du tout? Comment on gamifie notre process Ouais, est-ce que tu une fois que le client gamifies nous paie? ton process après, donc pendant l'onboarding? Est-ce que tu le gamifies ça? Hem Alors, on a pas mal de systèmes sur ça déjà, même sur l'ego des gens. On joue pas mal sur l'ego de nos clients entre eux. Déjà, on a un groupe commun où en fait on fixe des objectifs et on fixe un standard souvent. Et en gros, on dit si tu n'atteins pas le standard, il y a un très gros problème. Et ensuite, on va donner plein. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, quand les gens rentrent, on condense un nombre d'actions maximum. On leur donne plein d'actions concrètes à mettre en place. Et écoute, ça, c'est validé. Quel est le résultat? Écoute, ça, c'est validé. Quel est le résultat? Et mon système, c'est pas on fixe l'objectif, on fixe un standard et on met en place tant d'actions pour l'atteindre. Et si tu valides, ça va être compliqué littéralement, voire impossible de ne pas l'atteindre. Et c'est comme ça qu'on gamifie. On joue sur l'ego du type, écoute, si tu fais ça, tu vas atteindre.
Si tu l'atteins pas, c'est simplement que tu as pas validé les actions qu'on a mises en place et que tu le respectes pas. Donc je pense que c'est de la gamification. Moi, je joue beaucoup sur l'ego des clients. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix atteindre. C'est pas tant je veux faire 50 000, c'est 50 000 est le standard. D'ici tant de temps, voici ce que j'ai à faire entre temps. Hormozy, il parlait des goodies, d'envoyer des goodies en fonction de paliers atteints. Il a fait les school games aussi, qui marchent Ouais. très bien. Euh, Ça, tu vois, je trouve que l'idée, elle est top, mais je trouve que c'est un peu malsain dans la mesure où ça, je l'ai déjà vécu dans des accompagnements où tu vas pousser les gens à mettre des résultats parfois qui sont faux pour pouvoir mettre en avant une fausse délivrée auprès de tes clients en mode, je sais pas, on vous envoie X ou on vous débloque ce module si vous affichez vos résultats. Donc les clients vont fake des résultats. Toi, tu vas les afficher clairement publiquement, mais ta délivrée, elle est toujours autant à chier, tu vois. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, effectivement, ouais. Je l'avais pas vu de cet angle-là. Après, moi, je fais pas de goodies, honnêtement. Non, Alors, non, mais ça dépend de ce je que dis tu pas pas. toi. Ah, moi, je fais des goodies et je leur dis de. Mais après, ce qu'on fait, c'est que par contre, au début, ouais, on a un truc et je trouve que ça, les clients, ça crée vraiment un esprit de communauté. Parce que quand ils rentrent, en fait, ils accèdent à des packs Ok. en physique. Donc, ça fait vraiment la différence. Je trouve ils sont ultra engagés, ils sont méga contents. Et c'est pas juste des casquettes et des blocs-notes. Alors, oui, il y a ça, mais surtout des choses qui peuvent concrètement utiliser dans la vraie vie. En fait, des documents de tracking dans la vraie vie, d'actions concrètes, personnelles, plus action business. Encore une fois, toujours ce principe de si tu fais ça, ce sera compliqué de pas atteindre le standard qu'on s'est fixé ensemble. Moi, pour moi, pour prolonger un peu ce que tu dis, je trouve que les garanties de résultats, elles servent plus à rien. Pour plusieurs raisons. Non. Le marché est déjà trop sophistiqué, ça veut dire il entend une garantie de résultat, c'est comme si c'était son dentifrice sur sa brosse à dents, tu vois, c'est le truc le plus commun du monde. Ah, on te garantit les oui, bah ça va, tu m'as déjà scam le mois dernier sur un autre infopreneur parce que nanana. Donc le mieux c'est la garantie de moyens et et je pense que l'avenir de la vente, c'est vraiment d'engager énormément les prospects avant la vente. Moi, volontairement, je dis toujours à la personne, au-delà de l'investissement financier, ça va te demander du temps, de l'énergie. Si tu n'es pas capable de les mettre, on s'arrête là, tu vois. Et je pense que beaucoup d'infopreneurs aussi regrettent et ont perdent des parts de marché parce qu'ils n'engagent pas assez leurs prospects dans la vente. Et en fait, ils se retrouvent à hard closer. Une personne qui n'a pas réellement validé son envie d'investir du temps et de l'énergie. Alors que si tu fais conscientiser le prospect que c'est sa décision et qu'il a envie d'y aller, bah, tu te retrouves avec les meilleurs résultats, tu vois. C'est comme de l'éducation d'un gosse, c'est la base. Ouais. Ouais, c'est clair. Euh, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça. Les onboarding que tu fais, Par ouais, rapport, dis-moi. tu vois, même un truc, qui a envie de travailler avec quelqu'un qui veut une garantie maintenant aussi? Hmm. Moi, quand quelqu'un me dit, et du coup, t'as une garantie? Je dis, ouais, mais enfin, ça a pas de sens en fait de payer quelqu'un pour une garantie. Enfin, je sais pas, tu traverses, est-ce que tu as une garantie que la voiture en face, elle va pas accélérer? Enfin, t'as pas de garantie, c'est la vie. Tu payes, tu travailles, justement, comme tu disais, garantie de moyens. Garantie de moyens de notre côté, garantie de moyens en face également du client. Et encore une fois, si tu fais ça, ce sera compliqué qu'on n'arrive pas à atteindre notre objectif. Mais il n'y a jamais de garantie, ça n'existe pas. La seule garantie, c'est que s'il fait rien, il restera au même point, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est toujours inquiétant quand j'entends quelqu'un me dire garantie, hein. C'est pourquoi les garanties? Je comprends pas. Dans quel objectif? Et puis moi, j'ai pas envie de bosser avec des clients qui sont en train de relire les lignes du contrat en scred le soir pour voir si C'est ils ça, vont c'est ça. activer ou pas la garantie. Euh, et puis, enfin, je veux dire, si le mec il est toujours hésitant, ça veut dire qu'il va pas vraiment se donner à fond, mais il va pas non plus rétracter. Tu peux pas avoir des résultats avec ce genre Exact. de type. Je refuse énormément de clients, moi. Beaucoup, beaucoup de clients, des gens qui, je sens, ils sont pas sérieux. Un red flag aussi qu'on observe chez les prospects, c'est le prospect qui explique son expérience passée et tous ses échecs, c'est justifié par rapport aux autres. Jamais c'est lui. C'est j'ai payé ce gars-là, mauvais. J'ai payé ce gars-là, mauvais. J'ai payé cette fille-là, mauvais. Ah oui, là, à cause de ma famille, mauvais. Et du coup, j'arrive pas à atteindre mon objectif, là, il faut que je paye quelqu'un. Bah oui, mais quand tu vas me payer, tu vas dire que je t'aime mauvais aussi, du coup, c'est le même process qui va se répéter. Ou même des gens qui, tu en parles, le contrat. Et du coup, c'est quoi la garantie? T'as accompagné combien de personnes? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va payer quelqu'un d'autre. Tu vas faire chier à quelqu'un d'autre. Pas moi. Me fatigue pas moi. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est les personnes qui cherchent à payer toujours le moins cher possible. Euh, Ouais, ouais, c'est clair. J'en parlais dans le podcast juste avant. Ce qui se développe beaucoup, c'est le ultra étiquette et il y a le retour du low ticket aussi, beaucoup. Parce qu'en fait, les gens n'ont plus de thunes. Enfin, c'est aussi un truc où les gens se sont fait ratisser la gueule en cette fin d'année. Les gens ont moins d'argent, ou du moins, beaucoup plus de réticence à mettre l'argent dans le portefeuille. Il y en a même qui vont te mentir sur ce qu'il y a sur le compte en banque. On en est là. Ouais, Euh, ouais, ouais. et le mec qui est en train de te dire ouais, moi j'avais plutôt pensé à ce budget-là ou genre de truc. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas toi qui fixes les prix de l'accompagnement que tu achètes. Soit tu veux pas.
Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça aujourd'hui, ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais, le ultra éthique, elle se développe beaucoup plus là, sur les produits à 10, 12, et cetera. Après, bon, sur un avatar très avancé, mais ouais. Je pense qu'à un certain niveau, là, enfin, tu m'en parleras parce que du coup, bah, l'idée c'est quand tu vends de l'information, tu en achètes aussi. Toi, tu achètes pas mal chez d'autres coachs ou autres. À un certain niveau, l'accompagnement il sert plus à rien. C'est du mentorat qu'il faut. Non, mentorat, one-one, mentorat, le physique même, si tu peux aller en physique. Moi, je trouve que ça qui fonctionne beaucoup avec les gens que je paye, c'est pour ça que je regarde pas l'âge ou autre, c'est les croyances. Là, dernièrement, j'ai payé un gars de 16 ans, il s'appelle Alexei. Euh, il y a pas mal de gens qui le connaissent en France, il est pas très connu. Et lui, c'est un tueur. Tu vois, il fait, techniquement, je crois qu'on est à peu près au même niveau de revenu, même il fait un peu moins, mais c'est parce qu'il est au lycée. Et c'est un monstre, frère. C'est genre son niveau de croyance, il est tellement. Ouais, il a pas de croyance limitante. Tu vois. Il applique ce qui fonctionne sur la vente, sur les upsells. Il est méga convaincant. Et du coup, le fait d'être avec des gens comme ça, qui mettent pas l'argent sur un piédestal, je veux dire, j'ai fait tant une journée, il m'a fait OK, cool. Tu vois, enfin, pourquoi t'as pas fait plus, etc. Donc, j'aime bien discuter avec des gens comme ça, même Nick, etc., parce qu'ils cassent tes croyances et ça te fixe tout le temps des niveaux de standard supérieurs. Quand je sens que je suis trop content avec ce que je gagne, c'est pour ça que j'aime bien aller payer des gens qui font plus, parce qu'en fait, tu te dis, putain, il y a des gens qui font beaucoup plus que moi. Et le niveau de standard, il augmente. Hmm. De toute façon, les croyances, c'est ce qui façonne où tu vas aller, hein, 100%. C'est clair, 100%. Et puis, enfin, je veux dire, il y a un moment où tu connais la contrainte de ton bise. Enfin, t'as pas besoin de quelqu'un pour te dire où elle est la contrainte. C'est genre, tu sais que spécifiquement, tu as besoin de scaler ton organique pour amener plus de relations. Bah, tu vas peut-être prendre 1 heure sur un expert YouTube et ça t'apportera bien plus qu'un mec qui va prendre 6 mois à te faire le truc généraliste, revoir ton offre. Moi, pendant un moment, j'ai payé des accompagnements. Euh, Sur cette offre-là, on a eu 95 clients. Genre, le mec, il me dit, on va rebosser ton offre. J'étais en mode, mais elle est déjà validée 95 fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on valide? Oui, mais on va repasser par. Non, c'est pas la contrainte. Et c'est ça le problème des accompagnements. C'est très bien, je pense, pour. Si tu fais 15 cas par mois pour aller Les chercher débutants. peut-être 30, voire même 5 déjà, c'est cool. Mais ça a plus de sens après. Ouais, même 50, tu vois, parce que j'ai une cliente, par exemple, elle était bloquée à genre 50-60, et je lui ai dit, bah, du coup, t'as payé quoi? Elle m'a dit, je paye beaucoup l'accompagnement. J'ai dit, bah, c'est le problème. T'as 50-60, tu payes des accompagnements de. C'est trop généraliste, en fait, par rapport au niveau de spécificité et de précision dont tu as besoin actuellement, par rapport à ton niveau de revenu. Il te faut des trucs en one-one, très poussés, pas qu'il y ait faut que tu sois avec la personne, vraiment. T'as besoin d'un done for you sinon, à la rigueur. Si tu veux vraiment amener des trucs À la massifs, rigueur. achète du done for you, achète une agence. Tu vas perdre en marge. Mais si derrière tu sais repérer les bonnes choses, let's go, tu vois. Et 100%. Et alors c'est intéressant parce que j'estime que la plupart des infopreneurs que tu viens contacter pour pouvoir avoir 1 heure de call ou un accompagnement de chez eux, c'est pas forcément des offres qui sont publiques parce qu'ils vont pas afficher leur offre one-one, ils vont afficher l'accompagnement. Comment tu t'y prends pour les contacter Ouais. sur ces offres? En fait, aux US, il faut aller vite. En gros, c'est-à-dire qu'il faut aller très très rapidement, il faut avoir l'argent. Tu arrives, tu dis, hello bro, I need a call, one-one, and I'm ready to pay whatever is the price. Just give me the link. C'est tout. Ils adorent ça. Et après, ils te répondent juste yo, il envoie le lien de paiement. Ils adorent les trucs comme ça pour aller vite. Même dans la vraie vie, hein, ils adorent quand tu vas vite, tu vois. Ils adorent les gens qui sont rapides. En gros, t'as pas de questions. Tu dis hello, tu poses des questions après avoir payé. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois, même moi, je me fais scam parfois au gaz US et après j'accepte, tu vois, ça fait partie du truc quand tu payes pas mal de personnes, mais c'est hello, je suis prêt à te payer, quel que soit le prix. Donne-moi ton prix one-one, j'ai juste besoin d'un appel junior, pas de l'accompagnement. Au pire, tu pourras m'upsell, envoie-moi juste le lien de paiement. Et ils disent jamais non, quel que soit le gars, tu vois. C'est quoi le ticket moyen sur un call one-one avec des gros infopreneurs? Nick, c'était 2000 $. William, c'était 2500 $. Après, tu as Alexei, c'était 2000 pour 4 appels. C'est moins cher. Tu as. Ouais, ça peut genre entre 2 et 5. Là, je vais essayer de faire un appel à Kiman. Il est cher. Très, très cher. Je crois que Trop cher. c'est 5 ou 7, non? Non, c'est plus cher, frère. Je te jure, c'est abusé. C'est déconnant, vraiment. Alors c'est. Ah ouais, c'est genre 20K? Ah, genre entre 18 et 20, ouais. Oh la vache. Bah après, lui, il tape le milliard, tu penses, en 2026? Je pense pas. Non. Non, je pense pas en 2026. Il tape le milliard avant 30 ans, mais pas en 2026. C'est Hormozy qui va le taper. Il y a déjà, non? Ouais. Presque. Non, je crois pas. Presque, C'est presque, trop dur. presque. C'est la guerre, hein, entre les deux, hein. Ouais, mais là, il a pris. Enfin, quand tu prends 120 M en 24 heures, tu prends- Ouais, 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 non, mais Hormozy est devant, Hormozy est largement devant. Après, le truc, c'est que aussi les gens comparent Hormozy et Iman, mais Iman, ça fait moins longtemps qu'il est là, il le fera à 25 ans aussi, quoi.
Hormozy, en plus, il a démarré dans les business physiques où il a leveragé beaucoup plus de cash au départ avec Jim Launch, au genre. Alors C'est que ça. Iman, il a été principalement que sur du digital. Et donc, c'est très fort hein, ce qu'il a réussi à avoir comme impact. Euh, C'est Aujourd'hui, clair. si tu as besoin de conseils en infoprenariat, je pense qu'il vaut mieux d'ailleurs se tourner vers Iman que Hormozy, qui a des conseils plus tradis en principe premier, mais très très bons, hein. Ouais, Ouais, Iman 100%. est plus chaud en info, je pense. Là, c'est focus en ce moment, c'est sur Whoop. Ouais. Et après, il a quoi? Il Ouais, il est a. beaucoup focus sur. Je pense qu'il va être beaucoup focus sur pas des levées de fonds, mais de la valo, des choses avec de la valorisation. Ouais, Donc, private equity, ouais. WOP, ouais, c'est ça, WOP, Private Equity, des SaaS. Il a pas mal de trucs dans l'ombre aussi, de ce que je sais, où il en parle pas, juste il prend des parts, tu vois, avec sa personal brand. Il a plein de trucs qu'il met en avant sur YouTube. Il y a Big Day, il y a la marque de lunettes. Donc, ouais, il sera milliardaire. Après, en 2026, peut-être pas, par contre. Ce serait une dinguerie quand même. Ah, le milliard. Alors tiens, c'est un truc que tu as envie d'aller chercher, Hans, ou pas, le milliard? Non, honnêtement, en fait, euh, genre, j'ai pas, comment dire, j'ai l'humilité de pas vouloir aller chercher 100 M. Et après, on verra si je vais aller chercher un milliard, mais pour le moment, non. Je suis pas, je sais clairement que je suis pas cadré pour faire un M, un milliard, enfin, non, pas pour le moment. Il y a un truc qui fait flipper sur les milliardaires, c'est ils sont aussi fous intelligemment que fous de l'autre côté, parce qu'ils sont dans les extrêmes. Euh, Ah, c'est un extrême, c'est des sociopathes. ouais. Et moi, c'est pas un truc qui m'attire, tu vois. C'est pas du tout connecté avec ma vision de l'entrepreneuriat. J'ai envie de faire un max de cash, mais pas jusqu'ici. Parce qu'il y a un moment où, genre, le cash, tu peux plus le dépenser. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, t'as un milliard, tu le dépenses comment? Non, c'est juste pour du pouvoir, hein. À partir de certain niveau, c'est purement du pouvoir. Ouais, ok. Et de l'impact, à la rigueur, pour certains, mais j'y crois pas, Oui, parce que je connais quand même pas mal de personnes qui ont du pouvoir. Elles vont donner leur image publique pour de l'impact, ils en ont rien à foutre des autres. C'est que du pouvoir. je crois qu'Elon Musk, c'est le mec qui en a rien de moins le foot de son image. Il veut juste de l'impact. Ouais, lui, il veut de l'impact pour le coup. Ça se voit. Trump, c'est pareil. Et du pouvoir. Il a énormément de pouvoir. Ouais, mais c'est trop. Enfin, genre, c'est pas trop dans la mesure où, enfin, moi, ça me fait pas kiffer. Au bout d'un moment, je veux le spend en voyageant, tu vois. Je sais pas, c'est quoi ton why, Hans? Ma famille, ma mère. Ma mère et ma soeur. Ok. Truc de base, en vrai. Moi, mon why, c'était pour devenir conférencier surtout. Bon, il y a la famille, il y a plein de choses. Et du coup, c'est pour ça que je kiffe les podcasts, tu vois. J'ai une vraie vision avec ça. Ah putain, c'est stylé ça. Ok. C'est cool, hein. Tu veux faire un TEDx ou pas? Ouais, 100%. TEDx, ça peut être stylé, mec, hein. TEDx, c'est. Alors, il faut être. Je crois que c'est que la marque qui te contacte. C'est compliqué de contacter la marque où faut mettre un gros ticket d'entrée. Ah ouais. Mais c'est tellement sélectif, c'est un peu le même système d'acquisition que Rolex, tu sais. C'est genre, tu peux pas rentrer, c'est eux qui choisissent. Mmh. Donc, non, et Wow. je pense que tu vois, ce type, les médias du style, les podcasts et tout sur les prochaines années, c'est un levier de fou. T'as qu'à voir Joe Rogan ou ce genre de trucs. Les mecs font des millions par an avec un podcast. Parce que l'infoprenariat, c'est genre juste véhiculer de l'info. Donc, celui qui arrive à la véhiculer plus facilement publiquement, c'est celui qui aura le plus de pouvoir, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends, totalement. Mais je suis aligné avec toi, en fait. C'est assez malsain, en fait, quand c'est. Ça m'a l'air un peu malsain, tout ce qui est vers le milliard, parce que c'est souvent du pouvoir, en fait. C'est pas quelque chose de concret, c'est l'impact est rarement positif, en fait. Mais sans M, tu les veux, par contre. Ouais, sans M. Sans M avant quel âge? Pourquoi pas, quoi. Hein? Avant quel âge? À quel âge, les 100 M? Avant 25 ans. Ouais, tu vas avoir besoin de levier, hein. Ah ouais, faut avoir besoin de levier, là. Faut faire beaucoup d'argent en info et après, faut passer sur quelque chose d'autre. 100 M en info, c'est trop dur. C'est genre, Ouais, donc c'est quasiment impossible. Surtout en France, frérot. C'est impossible, hein. ouais, sur le marché FR, c'est impossible. Euh, le chemin classique, c'est info, leverager du profit, et ensuite, soit business physique avec gros gros levier, soit startup en private. Y a pas d'autre Ouais, il way. faut du levier. Y a pas... Ou le code. Startup Ouais, dans l'IA ou quoi. d'accord. T'as vu combien sont payés les chercheurs de chez OpenAI et de Meta là? C'est hardcore. Ouais, même à Google, hein. Google, à Facebook également, mais c'est. Celui qui me choque, celui avec Nvidia. C'est Oui, vraiment l'exemple typique de vendez la pelle dans une économie, ils en ont besoin. Il fait énormément d'argent, c'est abusé.
Après aussi un truc, c'est que tu vois peut-être pas en info, mais en tout cas avec le média, Naval il en parlait dans le livre justement. Enfin, t'as les systèmes de base, codage, et cetera. Mais il parlait quand même beaucoup du média, de l'impact du média. Tu peux devenir Ouais, très riche. Je regarde Joe Rogan par exemple. Donc je pense qu'avec la visibilité, ça va avoir de plus en plus d'impact. ouais. De toute façon, c'est les leviers, c'est le code et la visibilité. Le labeur de moins en moins avec l'IA. Et le capital de moins en moins parce que tu peux en créer très facilement. Ouais, tu peux en créer très facilement, c'est clair. Enfin, genre, c'est du bullshit de se dire aujourd'hui que tu peux pas vivre de. Enfin, faire deux trois k c'est tellement simple. Genre, pour vivre de ce que tu veux, si tu veux Ouais. être libre, t'es libre à deux trois k aujourd'hui. Si tu les veux vraiment, tes deux trois k tu les fais tout le temps. Ça va tellement vite. En fait, de 0 à 10K, c'est plus compliqué parce que c'est les croyances. C'est qu'un travail de croyance de 0 à 10K. Une fois que tu fais 10K, tu réalises à quel point, je vais pas dire que c'est pas beaucoup, mais à quel point c'est simple à faire, quoi. Moi, j'ai pas eu ce problème. Premier mois dans l'infoprenariat, j'ai Ah, moi, fait je l'ai eu. 7,5K. Et deuxième mois, j'ai fait 10K. Ah, putain, t'es chaud. Moi, je l'ai eu, hein, le problème des croyances. Après, c'est peut-être par rapport à. T'es né où, toi? Angers, famille populaire, ouest, la Ouais, fin. je sais pas, bah, ouais, juste mes croyances, hein, peut-être, je sais pas, mais ouais, croyances. Pour moi, c'est 10K, c'était Mec, j'ai 10 000, fait quoi, planter le insane. setting, hein. Je t'ai envoyé 300 voire 400 messages de prospection par day sur 3 comptes Instagram, un LinkedIn, un TikTok. Ah oui, putain. Un mec, j'avais faim. J'étais sportif de haut niveau, Ouais, j'ai arrêté. Du coup, je me suis dit, bah, let's go. ouais, je vois. Mec, Ouais, ça fait putain, déjà le une bonne heure. volume, c'est dont tu me parlais. Ouais, volume, 100%. Là, ça fait déjà Pas une de petite secret. heure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce podcast déjà pas mal riche? Euh, Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? De la fin, Bah, ouais. je dirais, je sais pas si vous êtes coach, adaptez-vous à ce dont on a parlé, adaptez-vous à l'info 2.0, adaptez-vous à la sophistication de marché, concentrez-vous beaucoup plus sur la confiance que juste faire plus de vues, etc. Et traquer les bonnes métriques, pas les métriques d'ego, traquer les bonnes métriques, et le ratio entre votre nombre de vues, quelle est votre capacité à gagner la confiance de votre avatar, tous ces points-là, et améliorer votre delivery pour tenir à long terme et détruire le marché, parce que c'est le point de faiblesse du marché. Garder du profit aussi, par pitié aussi. Arrêtez Et de garder mettre du profit et 60K garder de la en ads et simplicité. dire que vous faites 100K par mois, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, le business du coaching, c'est censé être simple, tu vois? On n'est pas là pour se casser le crâne, juste, tu vis ta meilleure vie, tu fais de l'argent, tu fais des appels, tu délivres et voilà. Pas besoin de se casser la tête pour du coaching. J'aurais pas dit mieux. Merci d'avoir été là, Ronz. C'était top. Et puis, Parfait. et puis ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.